À la une, le blocage du port de Degradé-Cannes par les dockers. Aujourd'hui, les employés de l'UTG portuaire avaient promis de cesser le travail initialement hier. Une action pour entériner le soutien aux grèves du char et d'EDF. Deux conflits sociaux soutenus également par le collectif pour la Guyane décollée qui donne 48 heures aux directions respectives pour apporter des réponses aux grévistes et résoudre les points bloquants. Auquel cas, une nouvelle mobilisation d'ampleur pourrait bientôt voir le jour. Et puis la candidate du Front National précise son programme pour le développement économique des Outre-mer à 3 jours du second tour présidentiel. Marine Le Pen rappelle ses priorités, l'immigration et l'insécurité. Entretien à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un jour plus tard, la menace a finalement été mise à exécution. Le grand port maritime de Degradé-Cannes est bloqué pour 24 heures. Une journée d'action menée par l'UTG portuaire qui marque ainsi son soutien au mouvement des sections santé et éclairage du syndicat. Les agents de l'hôpital et d'EDF poursuivent leur bras de fer avec leurs directions respectives depuis le mouvement social général, mais toujours aucune sortie de crise en vue. Natacha Maltaverne. Le Marfret Maradjo a accosté en fin de matinée au grand port maritime avec à son bord 350 containers. Il n'a pas pu être déchargé aujourd'hui et aucun container déjà stationné n'est sorti de la plateforme. Depuis ce matin 6 heures, l'accès au port est bloqué à l'appel de l'UTG Docker. Il s'agit d'une journée de soutien envers les grévistes d'EDF et du char, mais pas seulement. C'est un mouvement de soutien et il y a également un cahier de revendication qui a été déposé, qui est propre à l'entreprise. Le premier point, qui pour nous est l'axe majeur de ce cahier, concerne une partie sur la défiscalisation que reçoit l'entreprise de l'Odéum, qui retourne justement au sein des entreprises qui constituent le groupement où nous travaillons. Et nous estimons que cette situation est insoutenable. Le cahier de revendication a été remis ce matin à la direction du GEMAG. Elle a 6 semaines pour apporter des solutions. Les syndicats sont là pour revendiquer et déposer un certain nombre de choses. Et nous sommes là pour pouvoir y répondre à chaque fois que le droit nous le permet en fonction d'un certain nombre d'intérêts. Très rapidement, nous allons y porter des réponses sur le cahier de revendication et appeler ces personnes pour pouvoir voir de quelle manière on peut traiter les points qu'ils ont posés. Selon les dires, il ne s'agirait seulement que d'une journée d'action. Le déchargement du porte-container devrait donc pouvoir débuter demain. Ceci n'est pas un exercice, mais une première sommation. Le collectif pour la Guyane décollée annonce lui aussi son soutien aux mouvements sociaux de l'hôpital de Cayenne et d'EDF. Mais il donne 48 heures aux directions des deux établissements pour apporter des réponses viables aux demandes des grévistes. Une annonce sous forme d'ultimatum qui pourrait aboutir, selon ses membres, à la reprise du mouvement général de Guyane. Jonathan Lariot. 48 heures pour régler ce conflit. Les transporteurs sont présents, les 500 frères sont en ordre de marche, Cop Violence en ordre de marche, les citoyens et citoyennes, la population et tous les pôles. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de ces messieurs. Les mots d'Olivier Goudet sont semblables à certains propos tenus au début du mouvement social qui a touché le département plus d'un mois. En conférence de presse, le collectif pour la Guyane décollée, venu soutenir les grévistes de EDF, annonce que le mouvement pourrait prendre de l'ampleur. Nous donnons 48 heures à la direction d'EDF et du char d'obtempérer. Nous avons su faire plier et signer l'État. Donc ce n'est pas deux directeurs qui vont faire face à ce collectif et à cette population. Car aujourd'hui, ce n'est pas une revendication pour le personnel, ce n'est pas des avantages, ce n'est pas une augmentation de salaire qui est demandée. C'est véritablement un plan d'urgence pour la population. Depuis plusieurs jours déjà, la Guyane entière subit des coupures de courant régulières. Les agents EDF essaient par tous les moyens de se faire entendre, mais la direction, elle, reste impassible face aux tentatives qui touchent en premier lieu la population. On n'a pas de politique énergétique convenable. Si on n'a pas ça, on n'a pas de développement économique convenable. Je rappelle que par exemple, simplement, il y a certaines communes où des boulangers ne peuvent pas s'installer par rapport à la puissance qu'offre EDF aujourd'hui sur les communes de l'intérieur. Il faut savoir que le réseau est vétuste. Il faut savoir qu'on n'a pas suffisamment de production. Quand le directeur dit nous allons investir des millions pour une nouvelle centrale, il faut savoir qu'il s'agit là du remplacement de la centrale de Degradé-Cannes qui aurait déjà dû être remplacée depuis 2007. 48 heures sans plus de détails. Si aucune réponse ne vient,
Les grévistes demandent à la population de se préparer. Et notez que le collectif pour la Guyane Décollée invite la population à un meeting ce soir devant le siège social d'EDF. Stop aux coupures d'électricité, c'est le message du mouvement des entreprises de France en Guyane. Aujourd'hui, le syndicat du patronat s'est fendu d'un communiqué pour dénoncer l'activisme d'une petite minorité de grévistes de l'UTG Éclairage qui poursuit selon lui une lutte illégale, une démarche jugée partisane et sans rapport avec les revendications syndicales. Le MEDEF fustige une prise en otage des Guyanais déjà économiquement éprouvés par plus d'un mois de conflit social. On écoute le président du syndicat au micro de Natacha Maltaverna. Aujourd'hui, on sait que ces coupures électriques sont volontaires, elles sont organisées, donc c'est déjà totalement illégal, et que cette illégalité-là, organisée par certains, les entreprises vont certainement, j'en entends plusieurs, maintenant de plus en plus, et on va certainement faire en sorte que la mise en responsabilité des personnes soit mise en cause. On ne peut pas admettre que l'UTG Éclairage bloque volontairement, de façon illégale, crée un préjudice volontaire donc, auprès des entreprises, en tout cas pour ce qui est des entreprises, sans réagir et sans que les entreprises n'aillent chercher réparation. Aujourd'hui, si vous prenez le blocage de 10 000 personnes, 10 000 salariés bloqués, ils ne peuvent pas travailler, à 20 € de l'heure, on voit que c'est 200 000 € par heure de préjudice subi par les entreprises, rien que sur le coût salarial. Donc 200 000 € par heure, si vous êtes bloqué de 2, 3, 4 heures par jour, comme ça s'est produit encore hier, on voit l'étendue des dégâts. Donc il ne faudra pas s'étonner si plusieurs entreprises vont attaquer en responsabilité l'UTG. Ça veut dire un dépôt de plainte ? Probablement, je pense que moi on en entend de plus en plus parler et qu'on va certainement arriver à ce que chacun préserve ses droits. Vous avez pu suivre en direct sur notre antenne le dernier affrontement entre les candidats à 3 jours du second tour de la présidentielle. Marine Le Pen nous a accordé un entretien pour préciser les contours de sa vision pour le développement économique des Outre-mer. Il est question d'abaisser les charges pour les entreprises qui souhaitent investir chez nous notamment. Mais pour la candidate du Front National, 2 problématiques doivent être réglées en urgence, l'immigration et l'insécurité. Un entretien signé Éric Dupuis. Marine Le Pen, bonsoir, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous d'être venu me rencontrer. Beaucoup d'ultramarins se sentent laissés pour compte en 2017. Quelles sont vos mesures pour réduire les écarts de développement, les prix Alors, on ne va pas tout mélanger, mais il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, il faut encore une fois inclure l'outre-mer dans une vraie grande politique de développement économique. En s'appuyant sur des dispositifs qui sont des dispositifs qui ont été efficaces et qui restent efficaces dans des territoires que j'appelle économiquement contraints. Voilà. Ce sont les dispositifs de défiscalisation, ce sont les dispositifs de baisse des charges pour les entreprises, pour pouvoir attirer aussi des entreprises afin qu'elles investissent en outre-mer. Mais je le dis clairement et j'ai toujours été très honnête dans ce domaine, on ne réglera pas le problème du sous-investissement ou de la sous-attractivité si on ne règle pas le problème de l'immigration et de l'insécurité. C'est particulièrement vrai, il faut bien le dire, en Guyane, car c'est un problème majeur, c'est un problème qui a des conséquences évidemment sur l'économie. Ça se traite par le retour d'un État qui assume ses responsabilités régaliennes et qui fait preuve, encore une fois, d'autorité et de fermeté. Je veux un grand ministère de l'Outre-mer et de la mer, un ministère de plein exercice, parce que je veux associer, encore une fois, je veux faire de l'outre-mer l'architecte de la future grandeur de la France, l'architecte de ce développement économique qui, aujourd'hui, est un des points faibles, en réalité, de l'outre-mer, pour lequel, depuis 10 ans, personne n'a eu, en réalité, de vision. Et puis, il faut régler le problème de l'inégalité de traitement. Nous sommes en France, tous les citoyens sont égaux. Or, on est obligé de constater que, notamment dans le domaine de la protection sociale, l'égalité est très loin d'être respectée entre l'outre-mer et la métropole. Il faut régler ce problème. Pour revenir sur votre politique de lutte contre l'immigration, vous n'avez pas peur, ou du moins ne risque-t-elle pas, d'avoir des dommages collatéraux envers les populations d'outre-mer qui sont parfois assimilées à des populations d'immigrés? Non mais, pardon, mais au contraire, il faut être extrêmement clair. Au contraire, il faut être extrêmement clair. Il faut clairement faire la différence entre les Français,
les étrangers qui sont là et qui sont là légalement, parce que moi les étrangers qui sont là légalement et qui respectent nos lois, nos valeurs, nos codes, etc., n'ont aucune raison d'avoir peur de moi, aucune. Et puis ceux qui viennent sans demander l'autorisation et qui créent la perturbation, qui sont la source d'une insécurité majeure, qui fait qu'en Guyane, à Mayotte, moi beaucoup de femmes m'ont dit c'est le couvre-feu. Voilà, à partir de telle heure de la soirée, on ne sort plus parce qu'on a peur. Est-ce qu'il est supportable de laisser cette situation perdurer dans des territoires français? Bien évidemment que non. Bon, voilà. Donc, non, je crois qu'au contraire, la clarté, le principe de priorité nationale qui va bénéficier à l'intégralité des Français et au premier rang desquels, évidemment, nos compatriotes d'outre-mer. Parce que quand les jeunes viennent faire des études, ben, ils n'ont pas de priorité d'accès au logement étudiant. Je trouve que ce serait normal, compte tenu des distances qu'ils parcourent pour pouvoir venir étudier en métropole. Lorsque nos compatriotes d'outre-mer arrivent pour s'installer en métropole, ils n'ont pas aujourd'hui d'accès prioritaire pour le logement social. Ben, je trouve que ce serait normal, hein, compte tenu des distances qui séparent la métropole et l'outre-mer. Et notez que demain soir, Emmanuel Macron présentera ses solutions pour les Outre-mer dans votre journal. Le problème se pose à chaque élection présidentielle française depuis quelques années. Nos confrères belges publient des sondages, voire des résultats du scrutin avant l'heure officielle de publication de ces informations chez nous. 15h en Guyane, 20h dans l'Hexagone. Un pied de nez à l'embargo français sur ces élections qui a le don d'agacer le CSA, impuissant face à cette différence de législation. Éric Dupuis, Solène Boissé et Clément Barbet. Bien placé pour superviser avec autorité les médias français lors des scrutins électoraux, le CSA ne peut rien contre les médias belges qui publient avant l'heure légale française des informations liées aux élections, informations forcément données illicitement. Si les médias belges ont pu avoir accès à des résultats qui ne sont que une fuite, parce que normalement ça n'aurait pas dû fuiter des résultats avant 20h, c'est la responsabilité des médias belges. Il y a 5 ans déjà, le problème s'était posé, faute de preuves au niveau des sources. Le CSA a tenté une action en justice contre les médias étrangers. La plainte au parquet a été classée. De nouveau cette année, la commission des sondages va déposer une plainte pour de nouveau essayer d'avoir une réponse à cette question, jusqu'à quel point notre loi française a une application territoriale au-delà de nos propres frontières. Du côté belge, difficile de se passer d'informations qui, 2 heures durant, entre 18h et 20h généralement, vont permettre aux sites d'infos d'augmenter leur audience internet. Et une fois qu'une info est sur la toile, il n'y a plus de frontières, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ça pose la question effectivement de la neutralité de l'information à partir du moment où on ne peut plus contrôler ce qui vient d'ailleurs. À l'heure d'une demande accrue de transparence des citoyens, il semble difficile à l'État français de couper le réseau Internet sur tout le territoire pendant les scrutins. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas encore le cas dimanche prochain. Retour chez nous, Ariane Espace reprend son programme suspendu le 21 mars dernier avec un tir Ariane 5 programmé demain, le vol VA236, le premier depuis la fin du mouvement social. 2 satellites de télécommunications à bord du lanceur européen, un Brésilien et un Coréen. Départ prévu à 17h31 pour une mission qui devrait prendre fin à 20h19. En Guadeloupe, plongeons à présent dans les ateliers de l'entreprise Bologne. Entre 2007 et 2008, la distillerie a investi plus de 8 millions d'euros pour faire de cette usine une industrie plus propre. Des investissements financés par la FEDER, le Fonds européen pour l'agriculture et le développement rural. Patrick Curie et Moïse Dexter ont fait le tour du propriétaire pour nous. Regardez. La filière rhum est une filière d'excellence aujourd'hui et notamment la filière rhum agricole. C'est une filière aujourd'hui qui représente un tout petit pourcentage de la production mondiale de rhum. Nous avons reçu, comme l'ensemble de la filière, des aides européennes pour le développement de notre filière. Nous devons nous contraindre à respecter des règles européennes, notamment en matière d'environnement. Donc quand on va hacher la canne, on aura des gros tas de fibres, donc, comme de la paille, qui sera imbibée de sucre, qu'on va devoir passer justement dans les broyeurs. Et là, il faut savoir quand même que Bologne recycle tous ses déchets du début à la fin. Et qui a nécessité de très très lourds investissements en 2007.
pour pouvoir effectivement se mettre aux normes européennes sur le traitement, ce qu'on appelle le traitement des effluents ou le traitement des rejets. Il y a une pompe qui va aspirer ce jus pour le filtrer dans un moulin. Tout le bon jus va être récupéré dans un récupérateur de jus, tandis que tout le résidu reviendra systématiquement dans les broyeurs pour extraire un maximum. La vapeur va servir à la fois pour alimenter l'usine, donc on va faire tourner notre chaîne de broyage, on va faire tourner la distillation avec de la vapeur produite dans l'usine, donc on produit d'une certaine manière notre propre énergie, et comme nous avons des excédents de vapeur, eh bien, nous faisons tourner un turbo-alternateur qui va produire de l'électricité qui sera renvoyée dans le réseau EDF. Donc, ce qui est tout facile dans une distillation, puis la colonne, vous avez des vapeurs de 60 degrés qui vont remonter, le jus fermenté arrivera par la hauteur et la rencontre fera comme une explosion en fait. Et ça va se charger tout simplement de plus en plus en alcool. On va le condenser et refroidir dans des grappes blanches et le rhum va s'écouler dans l'éprouvettes à son stade de degré d'alcool. Et si vraiment j'ai un bon degré entre les 70 et 80 degrés, je me permettrai de vous faire goûter au petit doigt pour voir justement tous les arômes qu'on retrouve de la canne. Mais en sortie de distillation, il va y avoir des gros volumes on va dire, de vinasse. La vinasse, c'est quoi? C'est du jus de canne sans sucre et sans alcool. Donc c'est de la matière organique. Donc cette matière organique, on va la mettre dans un méthaniseur, lequel méthaniseur va produire du biogaz. Et le biogaz va servir à faire à nouveau tourner un moteur qui lui aussi va produire de l'électricité. Il était évidemment très important de pouvoir bénéficier de ces fonds européens pour nous aider dans la constitution de ces investissements. Retour en Guyane, nous vous l'annoncions hier, une vingtaine de jeunes filles ont participé au concours Elite Model Look jusqu'à 19h ce soir. 5 d'entre elles ont déjà été retenues à 17h. Entretien, défilé, maquillage puis photo pour une compétition ouverte à toutes mais sous certaines conditions. On écoute les impressions de la responsable d'agence Antilles-Guyane au micro de Charlotte Fleury. Le casting se fait en deux temps si vous voulez parce que bon, déjà il s'adresse à des filles qui sont très jeunes. Donc l'idée c'est pas de les mettre en maillot de bain devant tout le monde, en plus dans un centre commercial. Donc dans un premier temps les jeunes filles se présentent, elles s'enregistrent avec leurs parents. Ensuite on les rencontre, on parle avec elles un petit peu pour voir en fait leurs ambitions, ce qu'elles ont envie de faire, etc. Et si effectivement elles attirent, en fait, on les trouve intéressantes, à partir de là on pousse plus loin et donc on passe à l'étape en fait maquillage et shooting photo qui se fait en fait dans une salle en off, on va dire, où là on fait des tests habillés et en maillot de bain. Au niveau de l'affluence, c'est un petit peu calme. Mais je pense que c'est un peu dû aussi à tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Donc c'est vrai que ça n'a pas été évident pour nous au niveau de la communication d'arrêter, de reporter, trouver une date, etc. Mais ça va, je suis plutôt satisfaite. Là, on a casté une vingtaine de filles à peu près. Mais sur les 20, on en a quand même présélectionné à peu près 5. En sachant qu'il est 17h et qu'il nous reste encore 2 heures de casting. Donc l'idée c'est de trouver en fait la jeune fille qui va sortir du lot. Donc après je peux caster 100 filles, si sur les 100 il n'y en a aucune qui attire mon attention, je veux dire il n'y a pas grand intérêt à en caster 100 en fin de compte. L'idée c'est vraiment d'avoir une perle rare et en général en Guyane on trouve toujours de très jolies filles. Hein. Les 2 derniers concours on a toujours eu des finalistes. Vision de l'âme, une formule pour désigner tout et rien, comme cette exposition tente de le faire au Centre d'art et de culture Pagaré. 25 peintures à l'huile signées par la jeune artiste et professeure d'art plastique Justine Béguin. Ils sont présentés jusqu'au 19 mai. Un mélange de réalisme et d'art abstrait que nous fait découvrir Charlotte Fleury. À tout juste 25 ans, Justine Béguin est peintre autodidacte. Il y a 2 ans, elle apprenait à peindre. Aujourd'hui, elle propose une exposition de près de 25 peintures à l'huile. Des œuvres réalistes et notamment quelques paysages, mais surtout beaucoup d'art abstrait. Les peintures abstraites, ça parle un petit peu des énergies qui nous entourent, de ce qu'on peut ressentir, mais de choses qu'on ne voit pas avec l'œil, si vous voulez. Ça parle d'émotions, de souvenirs. Je dis que ce sont des peintures qui ne se regardent pas avec les yeux, mais qui se regardent avec l'âme ou avec le cœur. C'est une technique assez instinctive, c'est-à-dire que je pense à rien du tout et j'attrape les couleurs comme elles viennent et je vois ce qui ressort en fait. Cette exposition est destinée à un public de tout âge. La présence de peintures abstraites peut permettre à tout le monde de rêver, de laisser aller son imagination, mais également d'essayer de voyager un peu. Chacun peut interpréter les peintures comme ils le veulent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une interprétation. Moi je pense à quelque chose bien sûr, mais parfois il y a des gens qui me disent ce qu'ils voient à travers la peinture et je trouve ça super intéressant, parfois même plus que ce à quoi j'avais pensé.
Disons que ça peut parler à la fois de tout et de rien. Ça peut nous rappeler quelque chose, ça peut nous rappeler la mer ou les énergies, l'espace. Cette autodidacte nous présente l'une de ses œuvres favorites, qu'elle a nommée la trilogie de l'œuf. Le premier s'appelle Patience, le deuxième Éveil et le troisième Compréhension. C'est une trilogie que j'ai faite sur un peu plus d'1 an en tout. Et ça représente beaucoup de choses en même temps, c'est-à-dire c'est à la fois, je dirais, mon arrivée en Guyane et puis la façon dont j'ai évolué ici, mais aussi ma connaissance et puis mon art dans la peinture qui a évolué, grandi, et puis peut-être aussi l'éveil spirituel que ça représente. Cette première exposition représente un véritable accomplissement pour cette jeune artiste qui espère un jour pouvoir faire de la peinture son métier à plein temps. C'est la fin de ce journal. À retenir de l'actualité aujourd'hui, le blocage du port de Dégradé-Cannes par les dockers. Les employés de l'UTG portuaire avaient promis de cesser le travail initialement hier. Une action pour entériner le soutien aux grèves du char et d'EDF. 2 conflits soutenus également par le collectif Pour la Guyane décollé qui donne 48 heures aux directions respectives pour apporter des réponses aux grévistes et résoudre les points bloquants, auquel cas une nouvelle mobilisation d'ampleur pourrait bientôt voir le jour. Et puis la candidate du Front National précise son programme pour le développement économique des Outre-mer. À 3 jours du second tour présidentiel, Marine Le Pen rappelle ses priorités, l'immigration et l'insécurité. Demain, ce sera au tour d'Emmanuel Macron. Merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas la suite des informations avec TF1. Ce sera juste après la météo. Très bonne soirée à vous. À demain.